Bon début de semaine à tous, bienvenue sur Overtime NHL. Et oui, Overtime NHL, un lundi. Évidemment, on voulait attendre la fin de la première ronde des playoffs pour faire un bilan, parler également des séries à venir, donc les quarts de finale dans la NHL. On a eu du très beau hockey, on a eu des 7e matchs, on a eu des séries expéditives. On va discuter de tout ça avec notre invité de la journée, Stéphane Rochette. Mais avant de le rejoindre, je vous rappelle évidemment que notre épisode est disponible, qu'Overtime NHL est disponible sur toutes nos plateformes numériques, sur toutes nos plateformes d'écoute audio, également sur notre application numérique MySports. Et ce soir, lundi soir, 19h, l'épisode sera en rediffusion sur MySports 1, tout juste avant la rediffusion d'Overtime dès 20h. Voilà, sans plus attendre, on va commencer cette émission avec Stéphane Rochette. On accueille Stéphane Rochette pour parler des playoffs de NHL. Salut Stéphane. Salut Joe. Écoute Steph, ça fait bizarre de parler de NHL un lundi matin, mais évidemment on voulait terminer toute la première ronde avant de faire un petit peu notre bilan de ce premier tour de playoffs en NHL et surtout parler des prochains affrontements de deuxième tour. D'ailleurs, Steph, on va commencer dans l'Ouest parce qu'il reste un Suisse toujours en action dans l'Ouest. Et c'est Pius Suter, c'est Canucks qui ont réussi à passer les Predators de Nashville en 6 matchs. Et là, rendez-vous contre les Oilers d'Edmonton pour Pius Suter. Dans l'Ouest, ça va chauffer. Dans l'Ouest, ça va chauffer, oui, parce que ce sont vraiment 4 grosses machines de hockey qui restent encore en vie. On pourrait dire la même chose de l'Est, évidemment. Mais Vancouver-Edmonton, duel 100% canadien. Vancouver qui a été la meilleure équipe sur la première moitié de la saison. Edmonton qui a été la meilleure équipe après le changement d'entraîneur dans toute la Ligue nationale de hockey. Ça promet. Ça promet. Écoute, là, honnêtement, comme tu l'as dit, on arrive avec les équipes qui restent dans la liste. Là, c'est juste incroyable. Hein? Il faut rappeler qu'en NHL, il n'y a que la moitié des équipes qui font les playoffs. Ça, il parle de changer le système. Petite parenthèse. Et puis, il change la première parenthèse de l'émission. Il parle de changer le système parce que, franchement, ils perdent de l'argent, ils perdent des revenus. C'est 16 équipes sur 32. Il y a des bonnes équipes qui ne sont pas en playoffs. Ça veut dire que là, on a la crème de la crème de la crème. On a des équipes qui ont été dominantes toute l'année. Il y a des équipes dominantes qui sont éliminées. Et ce qui est dommage, je trouve, moi, bon là, je vais être pro-canadien un peu, c'est qu'encore une fois, les Canadiens s'éliminent entre eux. Évidemment, avec les divisions, les conférences, forcément, il y a des équipes massées dans l'Ouest, Calgary, Edmonton, Vancouver, Winnipeg, qui finissent par s'éliminer entre elles. Ça, c'est un peu dommage, mais je pense que Vancouver mérite d'être là, honnêtement, avec la saison qu'ils ont connue. D'ailleurs, Rick Tocchet, l'entraîneur, est en nomination pour l'entraîneur de l'année. Bon, j'ai entendu des drôles de trucs sur Vancouver. J'écoutais c'est Sportsnet l'autre jour, etc., qui disait que les stats avancés ne sont pas favorables à Vancouver. C'est une équipe qui est souvent dominée, si vous regardez les advanced stats dans plusieurs domaines, Corsi, etc., expected goals, mais qui réussissent à s'en sortir. Donc, c'est les éternels chanceux, finalement. C'est ceux qui gagnent toujours avec la chance, mais ça à un moment donné, c'est parce que c'est un système de jeu qui est assez hermétique, qui fait le dos rond, etc. Donc, Rick Tocchet est quand même fait un bon boulot avec cette équipe-là, est en nomination pour un des entraîneurs de l'année, sur le trophée Jack Adams. Et puis, mais il mérite d'être là, honnêtement. Ils ont fait une superbe saison. Ça fait du bien parce que ça fait longtemps à Vancouver que les gens attendaient. Oui, et Steph, je vais y aller encore plus loin que ça. Tu mérites de passer en deuxième ronde, je pense, quand tu alignes ton 3e gardien de but qui réussit à gagner des gros matchs. Quand tu parles du système hermétique, c'est que Thatcher Demko s'est blessé rapidement dans la série. D'ailleurs, c'est la même blessure. Ce serait la même blessure que ce qu'il avait en fin de saison. On a décidé de le ramener rapidement, peut-être un petit peu trop rapidement. Là, il a recommencé à s'entraîner, pourrait peut-être être disponible pendant la deuxième ronde. Ensuite, Casey DeSmith s'est blessé également. On se souvient de la charge de Michael McCarron, mise en échec derrière le but. Il a eu une amende, McCarron. Les Canucks ont dit non, c'est pas ça qui a blessé Casey DeSmith. Mais, soyons honnêtes, ceci souvent explique cela. Donc, ça l'a ébranlé. Ça l'a ébranlé. Et là, tu as un 3e gardien de but qui a 10 matchs d'expérience en NHL, qui a aidé la Lettonie à gagner, c'était quoi, la médaille de bronze au championnat du monde l'été dernier. Et il réussit
à vaincre les Prédateurs de Nashville. Je pense que quand tu gagnes avec ton troisième gardien de but, c'est que tu dois faire des choses pas si mal. Ça doit être défensivement, devant, ça doit être drôlement solide. Il y a Quinn Hughes là, qui l'a eu dur en début de playoff aussi. Hein? Donc, on sait que c'est un petit défenseur, petit gabarit offensif. On dit toujours que ces gars-là sont. Le classique, c'est qu'ils ne sont pas faits pour les playoffs, etc. Il s'est fait secouer. Là, j'ai regardé les 2-3 premiers matchs. En tout cas, j'ai vu des bonnes parties de ces matchs-là. C'était une cible, carrément une cible. Boum, boum. T'as pas le choix. Mise en échec. Un peu comme le Québécois Samuel Girard s'était fait. Blessé au sternum contre en playoff l'année passée, je ne sais plus contre qui, ça m'échappe, mais peu importe. Ces petits défenseurs-là se font brasser la couenne, mon pauvre ami, c'est épouvantable. Épouvantable. Honnêtement, Joe, là, quand je regarde aller ces playoffs-là, c'est dangereux. Les gars, ils n'ont plus aucune retenue. C'est là que tu vois, durant la saison, ils en ont encore sur la godasse. Les gars, ils ne se font pas de cadeaux, ils vont pour blesser ou faire mal. Pas pour blesser, mais faire mal, pour ébranler l'adversaire à chaque mise en échec. C'est incroyable. C'est d'une dureté. Tu dis, wow. C'est surtout les premiers matchs. Les derniers matchs, on dirait qu'ils viennent un peu plus disciplinés. C'est un grand classique. Puis on approche l'épilogue. Wow. Il se fait brasser la cage. Mais moi, j'aime bien voir jouer Vancouver, honnêtement, cette année. Mais ils me plaisent bien. Et Edmonton aussi. Honnêtement, ça va être une belle série. Deux équipes qui sont capables d'amener beaucoup d'attaques. Évidemment, avec McDavid, avec Draisaitl. Niveau défensif, je donnerais l'avantage à Vancouver, mais je pense que ça va dépendre du gardien qui va être devant la cage. Si Thatcher Demko finit par revenir, là, tu as un des meilleurs gardiens de la Ligue. D'ailleurs, Demko est en nomination là, pour le trophée Vézina, si je ne me trompe pas. Et, à Edmonton. Non, à Vancouver, pardon. Oui, c'est ça, Demko. Et du côté d'Edmonton, Skinner n'est pas à la hauteur d'un Demko. Par contre, si Vancouver commence avec son deuxième ou son troisième gardien, c'est là que ça peut être compliqué d'arrêter un McDavid. Mais tu parles de l'aspect physique, Steph. On va y aller avec une autre parenthèse. Combien de fois dans ta vie de hockey, t'as entendu, il faut donner le ton à la série, En Amérique du Nord, c'est ce qu'ils veulent. Les 5 premières minutes, c'est quoi? On frappe, on termine les mises en échec, on va vraiment chercher le gros check, on allume son équipe comme ça, on laisse l'autre équipe se poser des questions, avoir peur de nous. C'est l'intimidateur, c'est vraiment la norme en Amérique du Nord d'arriver avec cette mentalité de guerrier en play-off. Et d'ailleurs, le spectacle d'avant-show à Vegas, tout ça, ça incarne exactement le guerrier. C'est le chevalier doré qui vient combattre ses adversaires et tout. C'est la mentalité qu'on veut amener dans un match de hockey. On veut surtout quand tu es à domicile, tu veux allumer ta foule. Et ça se transparaît dans ces playoffs-là. Et ça va être comme ça. Souvent, les premières rondes, je trouve, moi, qu'elles sont plus physiques que la fin. Parce qu'à la fin, les gars sont blessés. Ils n'ont plus d'énergie. Ils sont blessés. Puis c'est long. C'est 2 mois. Hein. C'est 2 mois. C'est 4 séries. Tu dois gagner 16 matchs. Donc, tu peux jouer 4 séries de 7 matchs. Tu peux jouer 28 matchs en play-off. 28 matchs, rendez compte, c'est de la moitié de notre championnat à nous. Ouais. Juste en play-off. Mais mettons 25 matchs, 20-25 matchs. Pour être champion, c'est 20-25 matchs, honnêtement. C'est ça. Et puis, c'est tous les 2 jours avec du voyagement. Hey, regardez aussi, on peut parler du voyagement dans cette série-là. J'avais entendu un autre talk show qui était intéressant. C'est le pire. C'est Vancouver-Nashville. Ouais. Sérieusement, c'est plusieurs heures de vol. Tu as le décalage dans les chaussettes. C'est hyper dur. Tu dois te remettre chaque fois. On dit que c'est 1 heure. Tu te remets. Ça prend, pour un décalage de 3 heures, ça prend 3 jours à te remettre, théoriquement. By the book. Mais eux faisaient ça 2-2, 1-1, le système. Imagine si on a une série. Imagine si on a une finale entre Edmonton ou Vancouver et la Floride. Là, c'est plus long que venir en Europe depuis Montréal. Là. La Ligue nationale va donner 2 jours de pause entre les matchs 2 et 3 et ainsi de suite. T'as pas le choix. Nashville, on continue la parenthèse. Nashville, c'est l'équipe de la NHL qui est le plus désavantagée par rapport au voyage. Parce que c'était le cas avant avec Détroit et Columbus. Les deux, on les a remis dans l'Est. C'est l'équipe de l'Ouest qui était le plus dans l'Est. Exactement. Et Nashville, c'est le Mid-Est américain. Donc, du coup, tu es tout près des équipes de l'Est, mais ils sont inclus dans l'Ouest parce qu'ils sont dans le milieu. Mais au final, la moitié de tes matchs, tu les joues sur la côte californienne, sur la côte canadienne. Tu les joues. Et c'est rare que... en fait, ça désavantage, disons-le comme ça, Nashville. Et c'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Dallas aussi voyage pas mal. Bon, Dallas, c'est un peu plus au centre, mais Dallas, c'est loin aussi. Ouais.
est très au sud. Il y a peu d'équipes qui sont dans cette partie sud des États-Unis. Steph, je veux quand même qu'on revienne un tout petit peu sur cette série et surtout sur Pius Suter. En fait, ce sont ses premières expériences de playoff en NHL à Pius Suter. Ouais. Je me demandais justement physiquement qu'est-ce qu'il allait amener. Il y a beaucoup d'expérience. Il y avait beaucoup d'expérience dans le line-up des Prédateurs. Et honnêtement, je pense que son meilleur match, c'est le match 6. Beaucoup de chances de marquer, crée offensivement, marque le seul but du match. Oui, exactement. Et je pense que c'est ça qui va faire qu'il est capable de s'en sortir dans des playoffs physiques, même si c'est pas un gars physique, c'est que c'est un gars intelligent. Ben, c'est ça la marque des petits joueurs, ceux qui n'ont pas, parce que lui, il est construit, il est bâti sur un frame de chat, comme on dit au Québec. Hein? Donc, si vous regardez, si vous l'avez déjà vu en dehors de la glace, il n'est pas épais, il a des petites ossatures, etc., pas des grosses mains, etc. Il est chétif, ce garçon. Et c'est pas un gros gabarit. Donc, ces joueurs-là, s'ils veulent jouer dans des bonnes ligues, quand tu es désavantagé physiquement, il faut que tu sois malin, tu compares. Tu n'as pas besoin forcément d'aller dans les zones dangereuses, dans les zones où ça fait mal, trop souvent pour t'en sortir. Tu arrives à anticiper, tu arrives à faire tes jeux rapidement, à penser et à agir très rapidement. C'est la qualité de Pius Suter, dans le sens du but incroyable. C'est sûr que ce n'est pas le guerrier typique des playoffs. Tu ne peux pas avoir que des Pius Suter dans ton équipe, mais il te fait pas mal s'il est intégré dans un groupe de joueurs qui peut aussi compenser. Donc, il amène un certain équilibre, il est intelligent. Donc, les coachs, les gars qui l'ont coaché, je parlais de Pius Suter avec Mark Crawford récemment, juste avant la série finale, puis il disait, il est tellement intelligent. Quand il l'avait proposé à Chicago, parce que c'est Mark Crawford qui l'a amené en Amérique, il l'avait proposé à Chicago, il m'a dit, les gars de Chicago m'ont dit, attends, tu rigoles, oui, il a marqué 30 buts dans la Ligue suisse, mais attendez, il est pas assez gros, pas assez ci, pas assez ça. Il dit, ouais, bon, il arrive au bon moment, Chicago n'avait pas d'équipe et que le timing était parfait, puis il y a quelqu'un qui lui a fait confiance, mais ça reste, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un joueur intelligent. C'est un joueur qui n'a pas besoin de mettre sa vie en péril à tous les soirs pour être important pour son équipe, faire des petits jeux. Il faut que ton entraîneur t'aime aussi, parce qu'il y a des entraîneurs qui n'aiment pas ce genre de joueurs, qui veulent juste des gros, grands bonhommes, des guerriers. Ça les agace de voir ces gars-là qui ne vont pas forcément là où c'est le plus dangereux. Mais ça prend un coach qui est assez intelligent pour comprendre l'utilité de où le mettre Pius Suter, l'utiliser, je dirais, à bon escient. Ouais, et je pense qu'il a le coach parfait en Rick Tocchet en ce moment. Pas lui comme joueur, c'était pas mon. Non, mais comme entraîneur, c'est un guerrier, hein? Oui, exactement. Mais tu vois, comme entraîneur, c'est beaucoup d'éloges à son endroit. Il y a des anciens joueurs comme ça qui avaient des éthiques de travail. On pense à Rod Brindamour, à Rick Tocchet, qui ont perduré dans le temps. Martin Saint-Louis, on peut le prendre à Montréal aussi, qui attire beaucoup les éloges parce qu'ils amènent souvent une nouvelle façon de coacher. Ils connaissent bien un vestiaire. Coach moderne. Coach moderne, Joe. Oui. De plus en plus, on va avoir des coachs modernes. Ces gars-là, ils ont une espèce de recul. Ils ont vu la big picture. Puis c'est des gars qui réfléchissent différemment. Ils savent que les jeunes aujourd'hui, tu ne peux plus les prendre comme avant. Tu dois leur faire acheter ton système. Tu dois, comme disait André Tourigny, tu dois leur faire faire. Donc, tu dois leur passer l'idée que ton idée, ta façon de penser, c'est la bonne pour qu'ils aient du succès, et puis arriver à les faire exécuter ce que toi, tu penses qui est le mieux pour eux. Et c'est pas leur imposer, c'est leur faire, you have to buy in. Il faut qu'ils achètent ton système, puis qu'ils croient en toi, puis tu réussisses à leur vendre le truc. Et parce que les joueurs aujourd'hui, là, ils veulent comprendre. Les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent comprendre. Quand tu dis à un jeune aujourd'hui, fais ça, il te regarde, pourquoi je fais ça, moi? Explique-moi pourquoi, c'est que tu veux en venir où? Les jeunes veulent comprendre. C'est comme ça qu'on les a élevés, pas toi, parce que toi ça s'en vient. Moi, c'est déjà fait. Ça s'en vient bientôt. Et moi là, c'est ça. Aujourd'hui, les jeunes, on leur dit, posez des questions, informez-vous, laissez-vous pas faire, etc. Faites pas n'importe quoi sans dire oui, monsieur, comme c'était le cas à l'époque où tu devais exécuter puis fermer ta grande gueule. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Et tu peux pas imposer ça. Et je pense que ces anciens joueurs-là, ils ont compris comment fonctionnait la jeune génération. Ouais. Steph, dernier mot sur cette série. Edmonton a réussi à faire exactement... comment dire? C'est pas une surprise, les résultats d'Edmonton dans cette série de premier tour face aux Kings. Ils sont mûrs, ils doivent gagner. Mais par contre, est-ce qu'on peut juste faire une petite parenthèse sur les Kings de Los Angeles? Bon, Philippe Danault avait une main fracturée. Andrzej Kopitar a donné tout ce qu'il pouvait, honnêtement. C'est un joueur qui... La victoire des Kings, on peut l'attribuer à Kopitar.
Pierre-Luc Dubois, il y a des rumeurs de rachat de contrat déjà, alors qu'il vient de signer un contrat de 8 ans à 8,5 millions. Mais les Kings se rendent compte qu'en fait, ils ont fait une énorme erreur. Ils ont payé très cher pour le sortir de Winnipeg. Ils payent très cher financièrement. Et pourquoi il y a des rumeurs de rachat de contrat? C'est que lorsqu'il aura atteint 26 ans, donc cet été, je crois que c'est autour du 27-28 juin, son anniversaire. À ce moment-là, s'ils veulent le racheter, ça va coûter très cher pour très longtemps. Alors qu'avant 26 ans, un joueur peut se faire racheter et l'impact sur la masse salariale est réduit, ce qui ferait que pour les Kings, ça coûterait à peu près 4 millions sur la masse salariale par saison pendant 10 ou 12 ans. Ça veut dire que, pour expliquer aux gens, ça veut dire que là, ils vont dire on te rachète, merci, bonsoir, on met fin au contrat, on te donne une somme, tac. Ouais. Et puis c'est réparti sur tant d'années sur la masse salariale, sinon c'est trop facile. C'est le 2/3 du contrat sur X nombre d'années, selon la durée restante du contrat, puis lui, pour qu'il ne joue ailleurs. pas. Et lui va pouvoir signer ailleurs, donc pourrait signer 4,5 millions ailleurs ensuite pendant 8 ans, et il va être payé quand même 8,5 millions par année. Non, mais c'est incroyable. Ça veut dire que ça encourage tous les jeunes joueurs à être des bad guys. Tu signes un gros contrat, emmerde après, puis fais tout ce que tu veux, etc. On va te faire sortir, on te rachète, puis tu vas signer ailleurs. Alors ça, évidemment, il y en a qui vont être plus frileux pour signer. Mais il y a quand même des gens, il y a quand même des clubs qui vont dire « Ah, ben nous, moi je le connais, on va réussir. » Parce que des joueurs, les coachs, puis les directions sont toujours plus malins que les autres. Ils pensent toujours qu'avec moi, ça va marcher. Ouais. Peut-être, mais c'est un joueur qui est tellement difficile à gérer, j'allais dire à digérer, mais à gérer. Déjà dans le junior, il était connu pour ça. Déjà dans le junior, il était connu pour ses frasques. Impossible d'y faire avaler quoi que ce soit à lui, puis il était même menaçant avec ses entraîneurs. Entre toi et moi, Steph, quand tu as 3 équipes à 25 ans et que tu es un 3e choix au total, peut-être des questions à se poser. C'est ça. D'accord. Voilà. Mais c'est une question d'attitude. Il était choquant à voir jouer cette année, honnêtement. Tu avais l'impression qu'il n'était pas concerné. Non, et ça va dans le sens des Kings. On les voyait très gros en début de saison. Ben, ça a été très compliqué. Changement d'entraîneur, des gars qui sous-performent, un manque de profondeur parce qu'on a échangé des joueurs qui étaient importants à l'équipe pour une vedette comme Dubois. Et maintenant, on le voit dans la draft, souvent les équipes aiment repêcher des personnalités. Le joueur, les qualités athlétiques du joueur sont importantes, mais on veut surtout des personnalités qui vont se mouler à l'équipe et non pas des personnalités qui vont détonner avec l'équipe. Et c'est peut-être là où le Canadien de Montréal, quand ils ont rencontré ou parlé à Matvei Michkov, ou qu'ils ont entendu un peu au dernier draft ce qui se passait, versus un Ryan Barrère, tu sais que tu l'amènes dans ton vestiaire, il ne te fera jamais de phrase qu'il il va acheter le système, il va jouer. C'est peut-être là où tu te dis, ben, on n'a peut-être pas le meilleur joueur technique, on n'a peut-être pas celui qui va faire le plus de points dans la NHL, mais on va être celui qui va faire une famille dans notre équipe. L'attitude est très importante. Ouais. Maintenant, dans le recrutement, après ça, il y a des équipes qui prennent des chances. Et Michkov, c'est clairement un pari. Ouais. Parce que vous l'avez vu, déjà, a été repêché par Philadelphie. Moi, je reste en Russie, j'ai un contrat. Il y avait 3 ans de contrat encore. Beaucoup de trucs. Si moi, je l'entends ici depuis la Suisse, là, j'entends des trucs à travers les branches sur ce gars-là, sur les frasques en dehors de la glace, sa famille autour, ses agents, parce que c'est un cirque. Daniel Brière en parlait, je regardais les U18 ce week-end sur TSN, et Daniel Brière, le directeur général de Philadelphie, a donné une entrevue. Ils ont parlé de Michkov, justement. Oui. Et eux, ils sont convaincus que ça va être un top gun à NHL dans quelques années. Ils ne regrettent pas leur choix, etc. Évidemment, ben, écoute, le contraire pour l'instant. 7e au total. Il y avait clairement une descente de talent après les 4 premiers choix. Comme souvent. Là. Et ben, s'ils ont un Michkov qui fait un point par match, oui, ce sera un bon choix. Moi, la question que je me pose, et je pense que ça doit inquiéter un peu les Flyers de Philadelphie, c'est qu'il est encore sous contrat pour 3 saisons, ou 2 saisons encore. Il reste 2 saisons avec le SK de Moscou, de Saint-Pétersbourg. Le SK l'a prêté les 2 dernières saisons à Sochi. Et là, c'est le directeur général du SK qui dit peut-être qu'il va traverser dès cet été en Amérique du Nord. Donc, si une équipe russe avec beaucoup d'argent qui veut garder son talent russe en Russie est prête à s'en départir aussi rapidement alors qu'il est sous contrat, c'est peut-être parce qu'il y a anguille sous roche. Moi, je dis ça, je dis rien. Anguille sous la roche, non, mais c'est sûr.
Écoute, tout le monde, moi j'ai parlé avec un agent il n'y a pas longtemps, puis il me disait non, ça c'est même pas avec une perche de ligne, comme on dit, même pas avec une canne à pêche. C'était exclu. Beaucoup d'équipes auraient passé sur lui. Philadelphie a pris un pari. À Montréal, évidemment, tout le monde dit on aurait dû le prendre à la place de Reinbacher. Tu te souviens du drame? Ouais. L'avenir nous dira si le Montréal avait raison ou non. Évidemment, il faut être patient, il faut se donner 3-4 ans pour avoir du recul sur le repêchage. Et là, il y aura un autre Russe, là, on fait une petite parenthèse draft, là, mais il y a un autre Russe qui retient l'attention, Ivan Demidov, qu'on dit peut-être plus talentueux, surtout plus responsable défensivement que Michkov, et surtout avec une bonne attitude. Devrait sortir plus tôt que Michkov cette année. Tout à fait. À talent égal, le gars qui a l'attitude. Exactement. Steph, deuxième série dans l'Ouest, ce sera officiellement Dallas contre Colorado. À l'heure où on enregistre l'épisode, ça fait que quelques heures à peine que le match est terminé, le 7e match entre Dallas et Vegas. On a eu vraiment une belle série Dallas-Vegas. Moi, je suis resté un peu sur mon appétit par rapport à Dallas et je m'explique. Moi, je les ai mis gagnants de la Coupe Stanley. C'est l'équipe que je voyais aller jusqu'au bout. Et j'aime la façon, le caractère, après avoir perdu les 2 matchs à domicile, aller gagner les 2 à Vegas, c'est pas facile. Prendre l'avance dans la série 3-2. Gagne en 7 matchs. Moi, honnêtement, Wyatt Johnston a été incroyable. Mais je reste sur ma faim par rapport à Roope Hintz, à Jason Robertson. Des gars comme ça que je m'attendais à ce qu'ils montent d'un niveau en play-off, qui pour moi ont été pâle pendant ce 8e de finale. J'espère que ces gars-là, pour passer le Colorado, et on vient de le voir avec les Jets de Winnipeg, tu as besoin que tous tes joueurs fassent un step devant. Évidemment, parce que tu le disais, s'ils veulent aller jusqu'au bout, toi, là, tu n'es pas allé facile. En prédisant Dallas, tu n'as pas fait le pari plus facile. Pour être honnête, ça fait 2 ans de suite que je mets Dallas, parce que quand je regarde leur effectif complet... J'ai la loi de la moyenne. Non, mais quand tu regardes l'effectif de Dallas, il est où le défaut de Dallas? Un des meilleurs gardiens de la Ligue en Jake Oettinger, qui doit quand même se prouver en play-off. Un des meilleurs défenseurs de la Ligue en Ice Cannon, une bonne brigade qui tient la route. En attaque, il y a de la profondeur, il y a de la jeunesse, il y a de l'expérience, il y a de la grosseur, il y a des petits joueurs. Tu sais, Joe Pavelski, on ne l'a pas vu dans cette première ronde. Moi, je m'attends à ce que Joe Pavelski, il step up pour la 2e ronde. Tu vois, Jamie Benn, on parle d'expérience. Dans un match, je ne me souviens plus c'est quel match exactement, mais ça coïncide avec la remontée de Dallas. Stan Coven se fait frapper violemment en début de match par un joueur de Vegas. Jamie Benn rentre quelques secondes après, il le met en échec, encore plus violent. Et là, c'est sûr que les petits sur... Oh! Et là, on a vu Johnston se réveiller. On a vu les petits joueurs de Dallas prendre quelques centimètres. Stan Coven. Ça... Stan Coven, c'est un jeune, hein? Lui, il a du chien. Hein? Lui, il était à la Coupe Memorial l'année passée. Je l'ai vu jouer. Il était à la Coupe Memorial l'année passée à Kamloops, où j'étais, évidemment. Il avait été changé. Il a joué avec l'équipe locale de Kamloops. Et c'est un petit joueur qui est remuant. Il est passé, moi, ce qui me dérange avec Stan Coven, petite parenthèse dans la parenthèse, il est passé devant Maverick Bourque. Ouais. Maverick Bourque est un Québécois qui joue dans la Ligue junior majeure du Québec à Shawinigan, qui a fini premier marqueur de la HL avec lui. Il joue avec Stan Coven toute l'année. Puis il y a eu un call-up à la fin de l'année, puis on a choisi Stan Coven. Il est beaucoup plus petit, il a un petit peu plus de chien dans le nez, mais moi, je trouve que Maverick Bourque a une touche offensive que Stan Coven n'a pas. J'aime bien Stan Coven, mais c'est le guerrier canadien-anglais qu'on aime bien, hein, typique, là, mais je pense que Maverick Bourque va finir par monter avec cette équipe-là, c'est pas possible. Il a beaucoup de talent. C'était le meilleur joueur pour moi de la Ligue junior majeure du Québec de sa génération. Ouais. Et Stan Coven est passé devant lui. Là, dans les playoffs, Stan Coven, je trouve qu'il ça paraît un petit peu. Là, il est encore jeune et il est très léger. Oui, mais moi, tu veux... Je te dis mon évaluation un peu de la situation. Tu as un Stan Coven, tu as un Wyatt Johnston et surtout tu as un Joe Pavelski. Ce sont des joueurs qui sont petits, qui sont droitiers, qui ont un peu ce... Stan Coven est droitier comme Pavelski, qui ont cette grit. Moi, je pense que peut-être que les Stars voulaient utiliser Pavelski avec Stan Coven pour un peu la passation parce que Pavelski est en fin de carrière. C'est peut-être là où je me dis, ils ont voulu en profiter. Tu les mets ensemble dans le vestiaire, tu les mets... Peut-être. Je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, mais Maverick Bourque va avoir une carrière. Et est-ce qu'on peut parler du repêchage et du développement des joueurs à Dallas? Exactement. C'est pas des hauts choix de première ronde, là. C'est pas des top 10, top 15. Top 10, top 15, en général,
brasse les cartes de ce que tu veux, tu ne te trompes pas souvent. Il y a un de temps en temps qui n'y arrive pas, mais après 15, après 20, là, entre 20 puis 60, 50, 60, là, il y a des paris. Ça dépend des besoins des équipes, etc. Il y a tout à coup, Pasternak, c'est 24-25. Des gars comme Marchand, 73, je pense, 71, 73. Donc, il y a des gars qui. Là, on arrive dans les paris et on doit dire que du côté de Dallas, ils gagnent souvent le pari. Encore une fois, ils sont chanceux, mais tu ne peux pas être chanceux tout le temps. La chance, sur le long terme, c'est plus de la chance. C'est que tu as du nez, puis tu as une équipe de recruteurs. Moi, Maverick Bourque, par exemple, typiquement, est sorti 30e, je pense. 30e en 2020, oui. Maverick Bourque, là, il est sorti derrière Hendrix Lapierre, derrière beaucoup de joueurs que je connais, parce que la génération Théo, je la connais. Théo a joué avec Team Canada, avec des Caden Goulet, avec des Seth Jarvis, avec name it, là, celui qui joue, qui a été échangé à Philadelphie, le défenseur droitier, là, qui était avec les Ducks aussi, qui joue dans cette équipe-là. Je les connais, là. Je les ai vus. Là. Puis Maverick Bourque, là, avec Team Canada, il était ça à 4, voire 13e attaquant. Excuse-moi, là, c'était un des meilleurs. Ouais. Puis il l'a prouvé après. Donc, ça, 30e, c'est un vol pour moi. Parce que ce gars-là, il aurait dû sortir entre 10 et 20, facile. Peut-être pas top 10, mais 10 et 20. Ouais. À 30e, ils ont eu le nez fin. Ça va être un excellent joueur. Ben, Steph, écoute, j'ai les choix de draft. Là. Regarde bien le noyau des Stars de Dallas et je commence avec... Je recule en 2015. Roope Hintz, choix deuxième ronde, 49e. Si on remonte un petit peu, en 2017, Ice Cannon, 3e au total. Ottinger, 26e. Robertson, 39e. Ça, c'est ton draft d'avenir en 2017. Et c'est les trois premiers choix de l'équipe c'était pile dans le mille. Ty Dellandrea, qu'on voit jouer, 13e au total en 2018. Thomas Harley, qui est sur l'équipe aussi en défense, 18e au total en 2019. Maverick Bourque, tu l'as dit, 30e en 2020. Ensuite, en 2021, Wyatt Johnston, 23e au total. Logan Stankoven, 47e au total. En 2022, Lian Bichsel, 18e, qu'on attend toujours dans la Ligue nationale de hockey. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'année après année, que ce soit le choix de première ronde qui soit tardif ou non, que ce soit les choix de deuxième ronde, que ce soit les choix de troisième ronde, les gars, ils ont leur place sur l'équipe. Et ce qui fait que Dallas, ça fait très longtemps qu'on ne les a pas vus faire la reconstruction, la fameuse reconstruction de tout le monde. Parce que la reconstruction, c'est pour souvent avoir des pics dans le top 10, pour avoir des joueurs de concession, des joueurs dominants. Mais eux, ils finissent toujours dans les meilleurs, sont souvent dans les playoffs, donc ils ont des choix tardifs. Mais avec ces choix tardifs-là, ils réussissent à transformer ces gars-là en de vrais joueurs de NHL, puis des bons. Là. Ouais. On s'entend que les noms que tu viens de nommer, là, pas des manches à balai. Là. Donc, honnêtement, chapeau à l'équipe de repêchage. Après ça, est-ce que c'est le repêchage ou c'est le développement? Est-ce qu'on fait juste avec eux dans la AHL? Est-ce qu'on les développe comme il faut? Est-ce qu'on les met dans les bonnes chaises au bon moment? Et puis, on leur donne le step-in? On attend qu'ils soient... Moi, je pense que c'est un peu des deux. Ouais. Je pense que tu n'as pas le choix d'être patient avec tes jeunes, bien les développer. Stankoven, d'ailleurs, on s'entend que Junior, tu l'as dit, à Kamloops, il dominait sa dernière saison. Il faisait les M20, il dominait. C'était le meilleur joueur de Team Canada. Il était prêt à un step supérieur, mais il a fait tout son stage junior, a fait une saison en AHL, et là, on le monte. Maverick Bourque, là, ça fait 2 saisons en AHL. Je pense que maintenant, il va pouvoir... L'année prochaine, je pense que ça va être dans les plans de... Quoique, peut-être qu'ils veulent l'échanger, avoir quelque chose en retour, améliorer un poste X ou Y, et je sais pas. Mais clairement, ça, c'est un gros avantage des Stars, c'est que le développement, ça ressemble un peu aux Red Wings de Détroit jadis. Ouais, autrefois. Ils draftaient tard, mais ils développaient bien, ils étaient patients avec leurs joueurs, et ça faisait que les gars, ils rentraient dans la NHL, étaient déjà prêts à avoir des postes d'importance dans l'équipe. Ouais. Mais là, Dallas va affronter le Colorado. Steph, le Colorado est la seule équipe qui n'était pas l'équipe avec l'avantage, l'équipe la mieux classée qui a remporté sa série. C'est le seul négligé qui a remporté sa série. Ouais. Je trouve méchant de dire négligé à l'Avalanche du Colorado contre les Jets de Winnipeg. Ça s'est joué à 1 ou 2 points en saison. Mais moi, j'avais un point d'interrogation par rapport à l'Avalanche du Colorado, et c'est devant la cage d'Alexander Georgiev. Je ne suis pas du tout un fan de ce gardien de but. Après le premier match, tu avais raison d'avoir des doutes. Hein? Et finalement, il a battu Connor Hellebuyck. Ouais. Bon. Qui a été un des meilleurs gardiens de la NHL. Qui va gagner le Vezina, donc remis au meilleur gardien. Il a une moyenne de plus de 5 buts concédés par match.
dans cette première ronde de playoff. Il a dit en conférence de presse, et le Buck, la moitié des buts, j'ai jamais vu le puck. Je ne les ai pas vus. Il a même dit, je rajoute sur ce que tu dis, je pense que j'ai joué probablement un des meilleurs hockey de ma carrière. J'ai été très bon, à mon avis. Parce que les gardiens, ils ont une façon d'analyser que nous, on n'a pas. Hein? Ils regardent, est-ce que j'avais une chance, pas de chance, etc. Donc, by the book, selon les stats, il a dit, selon son feeling, j'ai bien joué. Mais je n'ai pas eu de chance, finalement. Je n'ai pas vu les pucks. Ça veut dire que Colorado a fait un bon job pour le masquer. Hein? On dit toujours mettre de la circulation. Chapeau à Nichushkin. Exactement. Un gardien ne peut pas arrêter ce qu'il ne voit pas. C'est typiquement ça qu'il nous a dit. Je ne voyais pas les pucks. J'ai été battu par des tirs parfaits, par des trucs que je n'ai pas vus. Donc, c'est incroyable. Hein? Sur une série, c'est 5 matchs, mais quand même, 5 buts accordés par match. Il y a eu des gros scores au début de la série qui n'ont pas fait bien parler avec les gardiens, évidemment. La moyenne, on se garde une gêne là-dessus. Mais quand même, Hellebuck était sorti publiquement en disant « J'ai bien joué quand même. » Wow! À Winnipeg, on était presque à l'envoyer à la déchetterie, là, parce qu'on s'entend que dans le marché canadien, on va parler de Toronto. Là. Non, mais soyons honnêtes, là, Winnipeg, c'est une très belle équipe en saison régulière et tout, mais je pense que on parle de chercher Monahan. Monahan, Toffoli. On avait fait le plan, on voulait y aller, on pensait qu'on pouvait aller cette année. Et quand on parle de stepper up, quand on parle de prendre une marche, quand on parle de passer à la vitesse supérieure, parlant de vitesse, là, c'est pas la grande force des Jets. Et d'ailleurs, tu vas chercher Monahan, tu vas chercher Toffoli, pas des marchands de vitesse. Non. Connor, c'est un bon marqueur, mais c'est pas non plus le gars le plus rapide. Scheifele. Je pense que face à la vitesse d'exécution, on peut parler de vitesse d'exécution, on peut parler de vitesse tout court en termes de Colorado. Colorado, c'est incroyable. L'exécution en powerplay, là, on peut en parler de ce powerplay, là? T'as 5 All-Stars sur la patinoire, ça se passe le puck, c'est incroyable. C'est incroyable. Je pense que c'est ça que... Je veux pas jeter la pierre à Hellebuck. Moi, dans ma tête à moi, ça peut être... Oui, parfois, tu dois jouer de chance, mais parfois, il faut que tu fasses le gros arrêt. Et il n'a pas été capable d'en faire un dans cette série. Il faut que tu en fasses un miracle. Il faut que tu rattrapes un truc impossible. Que tu dis, tout le monde était... 95% des gardiens ne pourraient pas l'arrêter. Toi, il faut que tu ailles la chercher. Ouais. Pour mettre le gros arrêt, le fameux gros arrêt, le miracle, ce que Connor Hughes a réussi à faire avec Lausanne, par exemple, dans les playoffs, pour faire une parenthèse. Aller voler un match de temps en temps, aller voler, garder le truc pas possible là, qui change l'allure d'un match. Et d'ailleurs, Connor Hughes n'a pas été choisi, en tout cas. Sur certains réseaux sociaux qu'on nommera pas, on a même mis Roubaix meilleur gardien des playoffs. Sérieusement? Là? Sérieusement? OK. Je ne veux rien enlever, là, mais pour moi, c'est Connor Hughes qui méritait ça. Petite parenthèse. Ça m'a fait un peu... Des fois, il faut dire ce qu'on pense. Ouais. Je suis payé pour ça, il paraît. Exact. Non, mais ouais, excuse-moi, pour moi, c'est Connor Hughes là, qui ouais. Bref. Mais les gardiens en playoff, on le répète, ça te prend... Bon, Colorado avait réussi à gagner la Coupe Stanley avec un gardien qui n'était pas A1, on va dire. Qui n'était pas un top NHL. Ouais. Hellebuck, on pensait qu'Hellebuck les amènerait là. Ça n'a pas marché. Évidemment, la construction de l'équipe à Winnipeg, je sais que ça a suscité beaucoup de remarques, beaucoup de questions, mais là, ils ont rencontré Colorado. En partant, c'est-tu le mauvais tirage? Bon, évidemment, il n'y a pas de mauvaise équipe rendue là, on l'a dit, c'est 16 équipes. Donc voilà, mais Colorado en partant, t'as Cale Makar qui a steppé up. On a fait l'apologie sur Sportsnet en Amérique, on a fait l'apologie de Cale Makar en disant à quel point il était bon offensivement, défensivement, speed, physiquement, à quel point ce gars-là était rien. Il disait justement on ne veut rien enlever à des Romagnosi et de ce monde des bons défenseurs, mais lui, il est vraiment exceptionnel. On disait même de lui que c'était peut-être un des meilleurs défenseurs de l'histoire comparé à un certain Bobby Orr. C'est une autre époque, là, on est d'accord. Là. Les jeunes qui nous écoutent, Bobby Orr, voilà. Mais il disait que ce gars-là était vraiment dans une catégorie à part à tous les niveaux. Ouais. Et je pense que c'est ce que Colorado fait bien. Ils ont une bonne équipe. Ils ont évidemment McKinnon. Là, il y a combien de gens adorent McKinnon parce que ça fout son énergie. C'est un train, le garçon. Rantanen, etc. C'est une bonne équipe de hockey. Colorado, c'est incroyable. Ouais, et même Nichushkin en playoff, lui, il est vraiment... Et c'est pas le Russe typique, hein, c'est un gars qui aime frapper, c'est un gars qui est devant la cage. Quand on regarde les Russes talentueux dans la NHL, ils jouent souvent en périphérie. Lui, il est toujours le nez dans le trafic. Là où ça paye, d'ailleurs, ça a payé dans cette première ronde. Et Steph, bien évidemment, on va entendre beaucoup, j'ai l'impression, du côté de Winnipeg, on va entendre parler du fameux système des playoffs.
Parce que, bon, tu l'as dit, il y a la moitié des équipes maintenant qui fait les playoffs. Là, il y a des gens qui commencent à soulever l'interrogation, est-ce qu'on devrait faire comme au basketball, comme dans la NBA, faire un play-in pour avoir un petit peu plus d'équipes qui jouent une possible place en playoff. Et il y en a d'autres qui disent, hey, arrêtons les sections, les divisions et revenons au fameux 1-8, 2-7 et ainsi de suite pour les match-ups. Et Winnipeg aurait affronté les Kings de Los Angeles si ça avait été le cas, parce que Winnipeg a fini 2e de son association, aurait affronté les Kings 7e. C'est les deux seules séries que ça aurait changé, c'est le Colorado face à Edmonton et Winnipeg face à Los Angeles. L'histoire aurait peut-être été différente, mais c'est le règlement. On veut justement y aller avec les rivalités directes. D'ailleurs, des rivalités, on en a dans l'Est. Boston-Toronto, c'est rendu une rivalité en play-off, malheureusement pour Toronto, mais c'est quand même une rivalité non négligeable qu'on veut avoir du côté de la NHL. La fameuse série Floride-Tampa Bay, c'est ce qu'on voulait du côté de la NHL. C'est ces rivalités-là qu'on espère. Donc, écoute, moi, j'avais mis Winnipeg vainqueur en 7 matchs pour Hellebuck. Tu vois? Donc, ça a été finalement, ça a été dans l'autre sens. Justement, Hellebuck n'a pas réussi à avoir ses standards de saison. C'est dur, Winnipeg en 5 matchs. C'était expéditif. Après la saison qu'ils ont connue, on y croyait beaucoup à Winnipeg, les fans, etc. On disait c'est notre année. Et ça avait été difficile en saison d'amener des gens dans la patinoire. Il y avait eu c'était des hauts et des bas niveau. C'était pas plein. On a parlé de déménagement à Winnipeg. On a parlé de déménagement. Il faut dire qu'économiquement, au Canada, c'est compliqué actuellement. Winnipeg est durement touché. La NHL, ça monte. C'est pas une grande ville, c'est au milieu de rien, on s'entend. C'est une ville grande comme Québec, au milieu de rien. Et les gens commencent à trouver ça dur. Il y a beaucoup de problèmes économiques et sociaux à la Winnipeg. Là, c'est une ville qui est durement frappée. De façon générale, le Canada, au niveau économique, Joe, on peut le dire, c'est compliqué. Et en plus, ces marchés-là, tu parles économique, mais juste la monnaie. Tu payes un joueur, là. Ils sont payés en dollars américains. Ils sont payés en dollars américains. Donc tes revenus en dollars canadiens. C'est près d'une fois et demie de plus. On parle d'une concession. Quand on voit le prix qu'a acheté le propriétaire de Utah là, pour la concession des Coyotes de l'Arizona, on se dit une expansion coûte souvent plus cher. Comment Québec pourrait payer ou comment un marché canadien pourrait payer 1 milliard, c'est presque 1,5 milliard en dollars canadiens. Faire du porte-à-porte, donner des bulletins de versement. Ouais. Steph, on va traverser dans l'Est, justement. Et est-ce qu'on peut parler quand même de Vegas? Oui, excuse-moi, c'est vrai. Je vais te laisser 2 minutes pour t'exprimer. Parce que c'est toi qui dirige l'émission, mais là, c'est moi qui vais diriger pendant 30 secondes en disant, Joe, la défaite de Vegas t'a fait plaisir. Dis-nous pourquoi. Ben écoute... Il y a d'ailleurs une photo qui a circulé, la femme de Mark Stone qui a pris une photo avec un fan qui avait un maillot de Mark Stone et qui avait changé son nom pour LTIR, qui est Long Term Injury Reserve. Honnêtement, là, est-ce qu'on peut en parler de cette situation? Ça devient ridicule et je ne questionne pas la blessure de Mark Stone. Je ne remets pas en question la fragilité qu'il peut avoir. C'est un guerrier, il peut être blessé. Mais c'est souvent au début d'année que ça arrive ici. C'est année après année. Quand tu regardes... Début d'année, calendrier. En février. En février, début février, OK, on sort Long Term Injury Reserve. Donc, son salaire est enlevé de la masse salariale de l'équipe. Et comme par miracle, il revient pour le premier match des playoffs. D'accord. Ou pour la première ronde. 3 années de suite. Là, on doit se questionner. Est-ce qu'on ne devrait pas demander de deuxième avis médicaux? Parce que peut-être, et je soulève une question, peut-être que le mec serait blessé pour 5 ou 6 semaines. Mais on lui dit, écoute, on te veut à 100%. Là. Le staff médical allonge peut-être un tout petit peu le temps de récupération et ça lui permet de revenir pour le début des playoffs. Et ce que ça donne, c'est que le surplus de masse salariale pour les playoffs qu'il y avait du côté de Vegas, c'était les salaires combinés de Noah Hanifin et de Thomas Hertel. Enlève Noah Hanifin et Thomas Hertel de cette première ronde-là, Vegas ne se rend pas aux 7 matchs. On est d'accord. Puis ça, on fait une parenthèse. Tampa Bay a fait la même chose. Et d'ailleurs... Mais Kucherov avait raté toute la saison. Toute la saison. Ça, c'était un peu différent, mais il avait mis un T-shirt sur un bateau derrière la patinoire, parce qu'il y a un canal qui passe derrière la patinoire à Tampa. Et puis, il avait mis un T-shirt à Coupe Stanley, 18 millions over the cap, dessus du cap. Tu te souviens de ça? Provocation ultime. Non, mais bon, ces gars-là, ils manquent un peu de respect. Moi, la femme à l'autre qui va mettre un truc comme ça, honnêtement.
Honnêtement, là, on va faire ça. Bref, bon, c'est ça, je trouve peut-être trop sensible. Mais je sais que ça t'a fait plaisir. Et ça a fait plaisir à Emmanuel Favre. Ce matin, Emmanuel Favre, dans le matin, a écrit un édito, un commentaire assez intéressant en disant c'est bien fait, qu'ils ont voulu tricher, entre guillemets. C'est pas tricher, c'est le règlement le permet. Le règlement le permet. On va dire que c'est utiliser le règlement à bon escient. Et Vegas le fait très bien, mais 3 années de suite avec le même joueur, moi, ça me... Et tout le monde, ça choque. Les gens se posent des questions. Ouais. Il faudra que la Ligue nationale de hockey, par le biais des directeurs généraux, des propriétaires, là, décide d'aller enquêter et surtout peut-être de faire une petite modification du règlement. Est-ce qu'on pourrait y aller avec un plafond salarial sur la patinoire? On calcule en play-off, OK, les gars, vous n'avez plus de plafond salarial pour vos joueurs, pour votre équipe, pour votre réserve et tout, mais ce que vous mettez sur la glace, il faut un plafond salarial. Il ne faut pas que vous dépassiez ce qui est alloué en saison régulière sur l'effectif partant. C'est ça. Donc là, peut-être que Mark Stone n'aurait pas pu sauter sur la glace et là, il aurait dû avoir des rocades de joueurs. Je ne sais pas, mais il faut trouver une solution. Exact. Steph, le temps file. Mais merci. Merci. Tu avais besoin de t'exprimer. Oui, merci. Et moi, je les oubliais. Faire sortir ce qui... il faut faire sortir le méchant, Steph. C'est important. Exactement. C'est important. Cacher le venin. On va dans l'Est parce qu'il nous reste 15 minutes d'émission et il faut... Toronto. Il faut parler de Toronto. Je pense que c'est le sujet dans l'Est qui retient le plus l'attention, les Maple Leafs de Toronto, Steph. Les Leafs. Bon, les Leafs, année après année, c'est le même cirque. Évidemment, on parle toujours des 4 gars qui prennent 40%, la moitié de la masse salariale. Matthews, Marner, Tavares et puis... Nylander, puis Riley en défense aussi. Voilà, donc c'est... Bon. Est-ce que je peux faire une parenthèse un peu? Moi aussi, j'ai envie de le dire. Est-ce que les Maple Leafs de Toronto, ce ne serait pas notre Fribourg-Gotteron à nous? Excellente saison régulière, spectaculaire, parce que Fribourg-Gotteron nous montre de belles choses en saison régulière. Ça joue bien, c'est beau, il y a des artistes, power play, tic-tac-toe, du talent. Et quand on arrive en playoff, ça fait patate. Évidemment, bon, ils ont fait patate. Le Fribourg, c'est 2 demi-finales en 3 ans, nous dirait John Gobi. Sauf que c'est 1 victoire, 8 défaites en demi-finale, on va dire comme ça. Mais peu importe, c'est récurrent. Je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est récurrent de voir Fribourg arriver en play-off, puis ça ne marche pas. Est-ce que je peux faire Est-ce que c'est ça? Moi, j'adore voir jouer Toronto. Durant l'année, là, quand je jappe la nuit ou très tard, puis je rentre du studio aussi, puis je regarde, j'adore voir jouer Toronto. J'adore Matthews. Marner est incroyable. Je suis moins fan de Tavares, mais Nylander, wow! Puis tu arrives en play-off, ça ne marchera pas. On dirait que c'est écrit d'avance. Là, évidemment, ils ont perdu en prolongation de match 7, c'est un but. Mais à chaque année, c'est le drame à Toronto. C'est le drame. Et là, évidemment, il y a des coupables. Mitch Marner, le pauvre Mitch Marner, est mis au bas des accusés. C'est pas un joueur de play-off. C'est toujours celui qui est pointé du doigt. Toujours. Oui, parce qu'il n'est pas physique, machin. Et lui, c'est pire. C'est pire. Pour lui, il vient de la région de Toronto. Donc, lui, l'été, là, il reste là-bas en plus. Sérieusement. Puis là, il parle de s'en débarrasser avant. Lui, il n'a pas de contrat. C'est sa dernière année de contrat l'année prochaine où il doit renouveler. Je ne sais plus exactement. Donc, lui, on parle... Tavares, joueur autonome cet été. Lui, c'est terminé. Et ensuite, Marner, il va devoir signer une prolongation de contrat. Et il va certainement vouloir aller rejoindre les 2 autres dans le top des salariés de la Ligue. Alors, est-ce que tu gardes moi, Marner? Je suis un fan de Marner. Je l'ai déjà vu dans les playoffs certaines années, bloquer des shoots puis tout ça. Je trouve que les gens sont durs, évidemment, à Toronto. Évidemment. Mais il s'est blessé avant la fin de la saison. Il a joué les playoffs blessés. Ça se voyait, honnêtement. Ouais. Mais moi, écoute, il y a eu la une du Toronto Sun après le 2 ou 3e match. Ils ont pris Mitch Marner, ils ont effacé son visage. Tout ce qu'on pouvait voir de peau, ils l'ont effacé. Et ils ont titré Mr. Invisible. C'est ça. Monsieur Invisible. C'est Toronto Sun, on s'entend, là, c'est un journal de boulevard à sensation, etc., comme on en a certains ici en Suisse, et puis en Allemagne aussi beaucoup, mais on les nommera pas. Mais c'est un truc qui aime bien faire du sensationnalisme, etc., exagérer tout le temps, faire des drames, etc. Mais à Toronto, c'est un drame. Honnêtement, moi, j'aurais aimé qu'ils passent parce que c'est une équipe qui me plaît. J'aime beaucoup les regarder jouer. Bon, je suis assez content que Boston ait gagné parce que Montgomery, c'est un gars que j'aime bien, qui est fort sympathique, qui a eu toutes sortes de problèmes. Il a des problèmes avec l'alcool, il a réglé ses problèmes, il est revenu dans de la scène et il fait un excellent job à Boston parce que on disait en Amérique que le coach qui allait perdre cette série-là serait viré.
Alors, Montgomery a sauvé son job. Je suis très content pour lui parce que, sans le connaître, c'est un gars qui me paraît sympathique. Mais est-ce qu'on va virer Keefe maintenant? Est-ce qu'on va virer Keefe pour donner le job à Guy Boucher, pardon? Et puis là, il y en a qui disent on ne peut pas donner le job à Guy Boucher parce que Guy Boucher, c'est le responsable du powerplay puis c'est une cata en playoff. Mais moi, Sheldon Keefe, je ne pense pas qu'il fait un mauvais job. On s'entend que travailler comme entraîneur à Toronto et à Montréal, New York, c'est probablement les marchés les plus durs au monde. Puis le gars, il est là, puis il semble avoir la confiance de ses joueurs quand même. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va aller plus haut que Sheldon Keefe? Parce que là, le directeur général a été changé cet été. L'été dernier, en fait. Mais Brendan Shanahan est toujours là comme VP des opérations hockey. Lui, il chapeaute le tout. Est-ce que ce sera lui? Parce que les Maple Leafs de Toronto qu'on voit en ce moment, ça a été bâti par Lou Lamoriello et Brendan Shanahan, qui était son bras droit, maintenant par Brendan Shanahan depuis des années. Kyle Dubas était l'homme de Brendan Shanahan. Sheldon Keefe était l'homme de Kyle Dubas. Là, Tavares va s'en aller. Il faut rebâtir cette équipe de la bonne façon. C'est 11 millions. Tavares, c'est 11 millions. C'est 11 millions. Et le cap salarial qui monte de 4 millions. Ça donne 15 millions. Mais Nylander, sa nouvelle entente arrive. Donc, je pense qu'il va faire 4 ou 5 millions de plus. Donc, ça annule la montée de la hausse du cap. Mais il y a quand même 11 millions. Là, tes 11 millions, là, faut pas que tu les dépenses sur des Ryan Reeves, des Tyler Bertuzzi ou des Max Domi. Ce qu'on a vu en playoff, là, que ces gars-là, c'est pas de la belle profondeur. C'est de la profondeur. Mais c'est pas... Contre les Bruins, désolé, mais le joueur le plus intimidant de toute la série, ça a été Brad Marchand. Ouais. Ces gars-là... non, mais ces gars-là, c'est pas de la belle profondeur. C'est pas de la profondeur qui va te faire gagner des matchs de playoff ou des matchs de hockey. Non, Reeves, on s'entend que c'est démodé. Là, c'est un goon. C'est un goon, comme à l'époque où il y avait des combats programmés, etc. Moi, Reeves, ça n'a plus rien à voir dans cette ligue-là. Pour moi, là, mais bon, ça, c'est un autre débat. T'as Edmondson derrière, t'as Giordano. Giordano, j'ai adoré sa carrière, mais il est sur le déclin, évidemment, avec l'âge. Edmondson, son dos tient plus. Il joue des 20 matchs par saison. Il est plus capable de jouer au niveau qu'il avait. C'est dommage parce que c'est un leader incroyable dans un vestiaire, mais là, il est sous le top 6. À un moment donné, tu te fais rattraper par ce genre de choses-là. Joseph Woll, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi on a attendu si longtemps avant de mettre Joseph Woll à la place d'Ilya Samsonov? Ils disent que c'est le gardien d'avenir, le gardien numéro 1 éventuellement des Leafs. Le dernier match, Woll s'est blessé à l'entraînement. Oui. Mais Samsonov n'a pas joué un mauvais match, ce match-là. Le match 7, Samsonov, ça a été... Les médias, ils ont dit que le dernier but, Pastrnak, qui devait l'arrêter. Son déplacement n'était pas optimum avec sa jambe. Et puis les gens, je ne sais pas si sur ceux qui ont vu le but, ils balancent le puck au fond, un rebond favorable, ils battent tout le monde. Et là, évidemment, c'est Mitch Marner, le pro, il venait de rentrer sur la glace. Pastrnak coupe derrière lui. Puis là, il dit Mitch Marner est responsable. Il ne doit pas suivre, mais il n'y avait pas de surnom. Mais ce n'est pas à lui de suivre le gars jusqu'au but. Là. C'est le défenseur, c'est Morgan Riley qui n'a pas pivoté au bon moment. Puis le rebond était favorable. On s'entend. Il arrivait avec beaucoup, beaucoup de vitesse, un jeu préparé probablement. Puis là, on a pointé du doigt Mitch Marner pour cette séquence-là. Ça a fait. J'ai vu sur Twitter. Là, ça a déchaîné là, tactiquement. Sérieusement, ça ne va pas être facile à vivre. Évidemment, ils ont le valeur confortable, ces gars-là, mais quand même mentalement, ça va pas être facile. Il y a une certitude, Steph, c'est que l'été à Toronto va être très intéressant. Ça va être à suivre. Parce qu'il va y avoir des changements. À Toronto, on sait que c'est chiant comme ville. Là. Pour une fois, ça va être intéressant à Toronto. La ville où on s'ennuie. Je te contredis pas là-dessus. On parle de Winnipeg, mais avec Toronto, tout le monde dit que la patinoire, ça crie pas. C'est l'amphithéâtre le plus tranquille de la NHL. Puis Toronto, c'est une ville où c'est une ville d'affaires, mais c'est pas une ville où ça bouge beaucoup. Pour y être allé, là, c'est bien impressionnant les buildings, mais honnêtement, c'est beaucoup plus vivant à Montréal. Puis les buildings, ils se retrouvent à New York aussi, une ville qui bouge beaucoup plus. Mais bon, petite parenthèse tourisme. Steph, Boston donc qui passe. Après l'échec de l'an passé, j'ai l'impression que cette équipe-là, l'instinct du tueur, là, quand ils jouent là, avec la possibilité d'éliminer un adversaire, j'ai l'impression que ça devient compliqué. Les débuts de match étaient compliqués. Je ne sais pas si c'est le stress. On ne veut pas reproduire la remontée des Panthers l'an passé. Mais cette fois-ci, ils ont réussi à passer au deuxième tour. Et ils vont retrouver d'ailleurs les fameux Panthers
D'ailleurs, Matthew Ketchuk, je ne sais pas si tu as vu le commentaire, mais il a dit on le savait déjà de toute façon qu'on affronterait les Bruins. On savait que les Maple Leafs ne passeraient pas le premier tour. Oh boy. Et on est content parce que... Est-ce qu'il a fait la que... même comparaison que moi? Non. Et il a dit on est content parce que ça s'est rendu en 7 matchs. C'est vrai que ça a été expéditif, la série floridienne. Victoire de 4-1 des Panthers face au Lightning. Et là, Moi, je mettrais peut-être un petit 2 sur les Panthers, simplement par l'ensemble de l'équipe. Je trouve que la profondeur à la ligne de centre des Bruins va finir par les rattraper. On l'a vu sur la longueur de la série. Je trouvais qu'il manquait quelque chose. Pasternak n'a pas joué une grande série. D'ailleurs, il avait été critiqué par son coach. Alors que les Panthers, j'ai vraiment l'impression qu'en play-off, il y a un déclic qui s'est fait depuis l'an passé. Non, cette équipe-là est mûre, honnêtement. Bon, les Panthers, je les vois aller en finale. Joe, évidemment, après ça va être une autre paire de manches, mais je les vois aller en finale. C'est leur saison. Ça a été très positif à tous les niveaux, gardien, etc., Barca. Il y a quand même Tkachuk qui a transformé cette équipe-là depuis son arrivée. Je pense que ça a été un changement positif. Huberdeau avait été très bon, mais Tkachuk amène un petit quelque chose de plus. Et cette équipe-là va être redoutable, honnêtement. Moi, je pense que Boston ne va pas gagner contre... moi, je pense que les Panthers vont gagner. Toi, tu as mis 2, moi, je mets un peu plus que 2. Mais 5. Allez, je risque. Je mets un petit 5, mais une thune, comme on dit. Je pense que Panthers vont aller jusqu'au bout. Moi, je pense que Panthers-Rangers vont se rendre au bout. Là. Évidemment, l'autre série est commencée. Les Rangers qui ont gagné. Hey, j'ai regardé les statistiques. Je fais une parenthèse sur l'autre série. Les Rangers, le premier match a eu lieu hier soir contre Caroline. Ils ont gagné à la maison. J'ai regardé une statistique. Quand les Rangers marquent 4 buts ou plus, pas perdu un match cette année, c'est 38 victoires. Une victoire en prolongation. Donc, 39 victoires. C'est incroyable. Pas de victoire en prolongation, une défaite en prolongation. Ouais. C'est 38-0-1. Incroyable. Parce qu'ils marquent 4 buts ou plus. C'est du stock, là. Ouais. Et puis à la maison, ils sont très, très bons. Les Rangers ont toute une équipe de hockey. Hein? Oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu les Rangers à ce niveau-là, avec un excellent gardien de but, etc. Moi, je pense que ça va être... J'aime bien Caroline. Honnêtement, ça patine. Ils sont rapides. On les a vus dans la série contre les Highlanders. Honnêtement, ils étaient trop forts pour les Highlanders. Patrick, sa troupe n'ont plus rien pu faire. Mais je me prévois Panthers, Rangers. Et je pense que les Panthers vont l'emporter, mais ça va être très, 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 très chaud. Ben, je te contredis pas là-dessus, Steph. Honnêtement, la dernière fois que les deux équipes sont affrontées en play-off, je pense que c'était dans la bulle. Là. Et les Hurricanes avaient gagné contre les Rangers. On n'a pas la même équipe du côté de New York que ce qu'on avait dans la bulle. Vraiment. Moi, je trouve, justement, je parlais de la profondeur de la ligne du centre des Bruins. Je pense que c'est ce qui fait la force à New York et c'est le plus gros défaut des Hurricanes, la ligne de centre. Et je pense, honnêtement, juste voir hier le premier but, là, on rentre dans une série, on oublie Zibanejad dans l'enclave tout seul. Ça donne le ton à la série. Les Rangers contre les Capitals, ça n'a même pas été un débat. D'ailleurs, on n'en avait presque pas parlé dans le dernier épisode d'Overtime NHL. Capitals n'avaient rien à faire là, honnêtement. Et honnêtement, les Islanders, c'est par manque de ressources à Patrick Roy. Ça a été une équipe qui s'est battue, mais quand ils ont échappé leurs 3 buts d'avance, là, là-bas, ils venaient 3-0. Ils venaient 3-0, ils se sont fait battre 5-3. D'ailleurs, les Prédateurs aussi en ont échappé un match comme ça, qu'ils avaient une avance. C'est des tournants souvent dans des séries. Ça a été le cas pour cette série de la Caroline, mais je pense que ça va être du bon hockey, Rangers-Caroline. Je pense pas que ça va être une série expéditive. Non, ça patinait. Mais moi aussi, j'ai un petit avantage pour les Rangers dans cette série-là. C'est une équipe qui est bien bâtie. Lafrenière est en train de stepper up dans sa carrière. Ça va être un power forward. Mais... Il n'y aura pas la carrière de Matthews, de Kane. Non, mais tu vois, quand ça va être un... Ouais, mais quand les médias nord-américains sortent des classements, là, c'était The Athletic, je pense, qui avait fait le classement des derniers 10 premiers choix au repêchage et qui mettent Lafrenière 9e et Slavkovski 10e, je trouve ça... Moi, j'aurais joué peut-être entre Power et Lafrenière 9-10e, puis j'aurais monté un petit peu Slavkovski personnellement, parce que je trouve qu'à 19 ans, ils ont été un peu difficiles sur lui, mais... Lafrenière, ça aura mis du temps. Après, il y a tellement de qualité sur cet effectif que tous les œufs ne sont pas dans le même panier du côté des Rangers. Exactement. Moi, j'aime bien cette équipe, honnêtement. Elle est excitante à voir jouer. Elle est spectaculaire. À Madison Square Garden, c'est toujours spécial à regarder le match dans l'ancien amphithéâtre. Et l'ambiance est particulière. Est-ce qu'on peut faire une parenthèse aussi sur le coach, Rob Lamour, le coach de Caroline?
que la rumeur envoie à Seattle l'année prochaine parce qu'il n'a pas de contrat. Il n'a pas signé de renouvellement de contrat. Donc, tout le monde se demandait aussi qui va aller. On l'annonce à Seattle. On parle d'un contrat de 7 millions. Donc, il ferait sauter la banque. S'il signait ce contrat de 7 millions, ce serait l'entraîneur le plus payé de l'histoire de la NHL. Donc, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le directeur général de Seattle, c'est son copain Ron Francis, avec qui il a joué longtemps. Et Rob Brind'Amour, beaucoup d'organisations, il est coté très, très haut. Beaucoup d'organisations aimeraient l'avoir. Et on parle dès que la saison sera finie, son contrat sera annoncé, il s'en irait du côté de Seattle. Oui, Ron Francis, les deux ont été coéquipiers, mais aussi Francis travaillait, avant de traverser à Seattle, travaillait avec Brind'Amour en Caroline. Et c'est le danger de commencer une saison avec un entraîneur sans contrat pour l'année suivante. D'ailleurs, tu vois, à Lausanne, j'étais à la conférence de presse vendredi, c'est la question que j'ai posée à Jeff Ward et à John Foust. Est-ce que c'est important d'avoir un entraîneur, de renouveler l'entraîneur avant le début de la prochaine saison, de ne pas avoir un focus sur qu'est-ce qui va se passer avec l'entraîneur l'an prochain, mais d'avoir quelqu'un qui peut travailler sur l'avenir. Et Brind'Amour, c'est revenu souvent ce sujet de conversation. Il n'a pas de contrat, est-ce qu'il va partir? C'est un entraîneur qui est vraiment dans les bons entraîneurs de la Ligue nationale quand tu entends les joueurs. Et ça serait une lourde perte pour les Hurricanes de Caroline de perdre Brind'Amour, qui vraiment est à l'origine des succès de cette équipe-là. C'est ce qu'on dit. Évidemment, nous, on est loin là-dedans, mais ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est que le gars, quand même, depuis qu'il est là, il semble avoir la cote auprès de ses joueurs. T'entends pas de bruit. Il semble avoir compris, un de ses anciens joueurs qui semble avoir compris comment fonctionne la jeunesse d'aujourd'hui. Ouais. Bon, Steph, en finissant, donc, on fait avancer Floride et New York dans nos pronostics dans l'Est. Moi, évidemment, j'ai Dallas parce que je les ai vus gagner la Coupe Stanley. Je vais suivre ce que j'avais. Moi, je les aime bien, mais moi, je pense que Colorado va gagner. Et moi, je ferai avancer Edmonton. Moi, j'espère. Ce serait dommage pour Vancouver. Ils ont connu une bonne saison, etc. Mais Edmonton, là, honnêtement, McDavid, là, il est sur une autre planète, Joe, sérieusement. C'est incroyable. Moi, je pense que j'ai vu jouer Gretzky, j'ai vu jouer, je fais une parenthèse encore, mais ce gars-là il est sur une. J'aime Draisaitl, mais McDavid est sur une autre planète. Ce qu'il est fort, c'est juste incroyable. Lui, il réinvente le powerplay à lui tout seul. Il se promène partout, machin. C'est incroyable. C'est incroyable, puis il marque des buts. Bref, moi, je souhaite une fois que des stars, là, à Toronto, ça n'a pas marché avec des stars. C'est peut-être une équipe qui est mal construite pour les playoffs. À Edmonton, elle est construite, on s'entend à peu près de la même chose. Et on a parlé des gardiens les autres années, etc. Bon, en défense, t'as quand même Bouchard, t'as quand même Ecole. Mais j'espère que pour le spectacle McDavid, Draisaitl, un peu comme j'espérais que Toronto passe, parce que le spectacle, c'est quand même important. C'est eux qui donnent le show toute l'année. J'espère qu'ils vont passer. Et imagine une série entre Colorado et Edmonton, McKinnon, McDavid. Le débat qui est le meilleur, c'est qui le meilleur. Evan Bouchard versus Cale Makar. Ça serait fabuleux. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça joue tard. Ça joue tard, ouais. Il faut le regarder le lendemain matin. C'est ça le truc. Mais écoute, Steph, c'est de la musique d'avenir, mais on va s'en reparler dans 2 semaines pour le début des finales d'association. Donc, la fin de on fera évidemment un bilan de cette deuxième ronde. Steph, merci beaucoup. On te retrouve évidemment très bientôt. On devrait te faire, toi, un segment entre parenthèses. Ça devrait être ça. Entre parenthèses avec Stéphane. Entre parenthèses. Les petits détours. Bien faire des détours comme ça, etc. Steph, toujours un plaisir. Merci encore. C'est bon. Ciao. Merci, Joe, à toi. Ciao. Voilà, le rendez-vous est lancé. À Stéphane et à vous, dans 2 semaines, un nouvel épisode d'Overtime NHL. On va attendre la fin des quarts de finale pour dresser le bilan sur cette deuxième ronde des playoffs et surtout parler du carré d'as, des demi-finales dans ces playoffs de NHL. Entre-temps, vous pouvez suivre ces playoffs sur MySports. Diffusion donc des matchs en commentaires originaux anglophones. Il y a des matchs presque toutes les nuits. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux pour ne rien manquer des annonces de matchs. Évidemment, vous pouvez les voir en live ou en replay. Sinon, je vous remercie d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine. Bye bye.
Tous les matchs de la National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.